Michel Rouche. C'est aussi le véritable fondateur de la topographie chrétienne de Reims, puisque d'une part, il y a la cathédrale de Reims qui existe déjà à ce moment-là, et Flodoard nous dit qu'il y a une église aux apôtres et une église à Sainte-Marie. Flodoard ne fait pas la réflexion qu'il s'agit de l'ancien groupe cathédral de l'époque mérovingienne. Il passe comme ça, comme s'il ignorait la liturgie de cette époque. Et deuxième point important, le fait que Saint-Rémy est enterré hors des murs. Par conséquent, nous avons le deuxième pôle sacré de la topographie chrétienne de Reims. Bon, nous n'avons malheureusement pas la possibilité de faire suivre par nos auditeurs la série des évêques mérovingiens et carolingiens. Je note que, aussi bien dans la réalité historique telle qu'elle apparaît dans l'œuvre de Flodoard, que dans sa méthode d'historien, se produit une évolution très importante que vous caractérisez du mythe au droit. De quoi s'agit-il? Avec l'Antiquité, telle que je l'ai évoquée sommairement, avec Rémy encore, oui, on est dans ce que j'ai appelé les temps mythiques, parce qu'il s'agit de constructions qui sont des constructions, elles aussi, insérées dans l'espace, mais qui sont des constructions, disons, qui ne sont pas fondées dans une documentation au sens où nous l'entendons. Or, à partir de Rémy, et même à partir de son prédécesseur, Bennadius, on a des documents qui sont insérés, des documents d'archives. Alors je rappelle que Flodoard était l'archiviste de l'Église. Et donc, vraisemblablement, il avait ces dossiers d'archives dans lesquels il a puisé, et à propos de chacun de ces évêques mérovingiens, eh bien, il va progressivement insérer ces documents à l'intérieur des notices qu'il leur consacre. Alors, il continue à exploiter des documents hagiographiques, c'est-à-dire des textes hagiographiques, des vies de saints. Il nous rapporte donc des éléments que on m'a critiqué de cette expression, mais je la maintiens, des éléments mythiques qui font partie de ces représentations plus ou moins vérifiées, qui sont caractéristiques de la géographie, mais il les corrobore en quelque sorte par des documents d'archives qui viennent garantir sur un mode différent ce qui est avancé à l'intérieur de ces textes hagiographiques. Donc, progressivement, on a un équilibre entre le mythique et le juridique, que ce soit par les arguments, que ce soit aussi par les types de documents utilisés, des vies de saints d'une part, des documents d'archives d'autre part. Et alors, au cours de cette évolution, on voit se mettre en place non seulement le domaine de l'Église, mais aussi les institutions de l'Église. Pardonnez-moi de rattraper un oubli de ma part. Nous aurions dû, il y a quelques instants, proposer à nos auditeurs un extrait de l'histoire de Flodoard consacré à Saint-Remy. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous le leur proposons maintenant. La sainteté de sa vie touchait les cœurs non seulement des êtres raisonnables, mais encore des animaux dépourvus de raison. Ainsi, au milieu d'un repas qu'il donnait à sa famille, tandis qu'il se faisait un bonheur de la joie de ceux qu'il aimait, les passereaux descendaient sans crainte auprès de lui, venaient recevoir de sa main les restes du festin, et dès qu'ils étaient rassasiés, faisaient place à d'autres qui se rassasiaient à leur tour. Ce n'était pas qu'il voulût tirer vanité de ses mérites, mais le Seigneur, dans l'intérêt des convives, avait voulu que ce miracle et beaucoup d'autres, opérés par ce serviteur de Jésus-Christ, les invitassent à s'occuper avec plus de ferveur du service de Dieu. Quant à la science, à la sainteté et à la sagesse qui éclatèrent dans la personne du saint prélat, elles sont attestées par ses œuvres, car la vraie sagesse se reconnaît à ses œuvres, comme l'arbre à ses fruits. Elles sont attestées par la nation des Francs qui l'a convertie à la foi chrétienne et qui l'a consacrée par la sanctification du baptême, par une multitude d'actions et de prédications pleines de sagesse. Enfin, par divers personnages contemporains, entre autres par Sidoine, évêque de Clermont, homme très savant, aussi illustre par sa naissance que par sa piété et son éloquence. Il m'a paru bon d'insérer une lettre par lui adressée à notre saint évêque. Je voulais souligner que cette histoire juridique est importante pour la gestion matérielle de l'archiépiscopat, parce que Flodoard semble avoir une conscience tout à fait étonnante de ce qu'est la construction, ce sont les fondements sociaux de l'archiépiscopat. Par exemple, il note le début des immunités.
il notera plus tard le début de ce que les historiens ont appelé la double dîme, c'est-à-dire le fait qu'un bien qui est donné en précaire doit quand même faire l'objet d'un versement à l'archiépiscopat qui manifeste comme ceci sa propriété éminente. Alain Brault, excusez-moi, vous expliquez à nos auditeurs ce que c'est l'immunité? Alors, l'immunité dont Flodoard montre les différents aspects, c'est donc l'exemption par rapport, en plusieurs domaines, par rapport aux autorités qu'on peut appeler de façon anachronique civile, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de la justice et dans le domaine militaire, c'est-à-dire le service militaire dû par un vassal. Et Flodoard est très attentif à cette progression chronologique d'une façon qui nous paraît tout à fait étonnante pour un homme de cette époque. Michel Rouge. Et Flodoard est aussi très sensible à la fondation de la société, en particulier en ce qui concerne les pauvres, quand il cite le testament d'un évêque mérovingien qui fonde 12 hôpitaux, il va tellement vite qu'il est persuadé qu'il s'agit de 12 hôpitaux, alors qu'en réalité il s'agit d'un hôpital avec 12 lits. Mais l'attention aux pauvres est ici très, très forte. Oui, il faut ajouter que les pauvres, la propriété de l'Église est considérée comme la propriété des pauvres, et que donc il y a une justification très forte à cette progression institutionnelle. Michel Saut. Sur tous ces points, immunité, institution en général ou domaine, les uns et les autres sont justifiés par des documents, mais j'allais dire, le document ne prend sa force que parce qu'il est inscrit dans la notice de l'évêque et de ce saint évêque en général, dont on a montré la sainteté à travers des textes hagiographiques. Voilà la méthode de Flodoard en ce qui concerne, disons, l'époque mérovingienne et l'époque carolingienne. Alors, Michel Saut, quelle qu'ait été la grandeur de Saint-Remy, quelle que sera la grandeur d'un Foulque ou d'un Hervé, nous arrivons maintenant au grand archevêque de cette histoire, c'est Hincmar, archevêque de 845 à 882. Quelle est l'importance d'Hincmar, si je puis dire, dans l'histoire et dans l'œuvre de Flodoard? Alors, importance considérable dans l'œuvre de Flodoard, puisque c'est pratiquement la moitié du volume de son œuvre. C'est la moitié du volume, donc c'est, j'allais dire, déjà quantitativement très important. Alors, qualitativement aussi, pourquoi? Eh bien, d'abord parce que Hincmar est objectivement le grand historien. Et j'ai plaisir à rappeler ici la grande thèse qui a été soutenue et édité par Jean de Vis sur Hincmar en 1967. Excusez-moi, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se procurer, comme pour toutes les émissions des lundis de l'histoire, la bibliographie de cette émission en écrivant à France Culture, à la maison de la radio, et que bien entendu la thèse de Jean de Vis figure dans cette bibliographie. Et j'ai plaisir à rappeler ici que la première fois que vous m'avez invité, Jacques Le Goff, à votre émission, c'était en 1976, à propos de cette thèse de Jean de Vis. Eh bien, vous êtes un très bon historien. Si on écrit une histoire, des lundis de l'histoire, je crois que vous avez pris une priorité. Donc, oui, Hincmar, personnage considérable qui m'embarrasse, au fond, et qui a embarrassé Flodoard. Enfin, à la fois, c'était un personnage essentiel, sur lequel il avait une documentation considérable, sur laquelle il avait une information considérable, et dont il disposait en particulier de la correspondance. Une correspondance extrêmement active de ce personnage, donc, qui a publié de nombreux livres et qui a écrit, j'allais dire, tous azimuts. Et Flodoard a en main, enfin, je repère dans l'œuvre de Flodoard, plus de 470 lettres d'Hincmar. Alors, qu'est-ce qu'il fait en face de ce personnage? Bien, en face de ce personnage, il fait son travail d'historien. C'est-à-dire qu'il va écrire une notice historique. Une notice comme on en trouve dans ces ouvrages que sont les Gesta Episcoporum, les gestes des évêques, où on présente les origines sociales, la carrière de l'évêque, son action, ses constructions, éventuellement ses relations internationales, dirions-nous aujourd'hui, et finalement sa mort. Alors il fait cette notice. Et puis il se rend bien compte que ça ne suffit pas. Et donc ça occupe environ 10 chapitres. Ensuite, il va montrer Hincmar comme un grand personnage de l'Église, confronté aux questions disciplinaires, confronté aux questions théologiques et confronté, disons, d'une façon globale aux questions politiques et ecclésiologiques qui pouvaient se poser dans cette seconde moitié du IXe siècle. Et alors, pour faire cela, qu'est-ce qu'il va faire?
il va d'abord utiliser une très longue lettre qu'avait écrite Hincmar pour se justifier à la fin de sa vie auprès du pape Nicolas Ier. Et donc, Hincmar avait déjà, au fond, fait le travail de l'historien, puisqu'il a écrit sa propre histoire pour se justifier. Et alors, notre Flodoard utilise cette lettre. Et puis ensuite, il va prendre les 470 lettres, ou à peu près, dont je parlais tout à l'heure. Et j'allais dire, en face de ces 470 lettres, il éprouve un certain découragement, ou une certaine dépression, je dirais, celle que j'ai ressentie moi-même en me trouvant en face de ce dossier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va simplement classer ces lettres. Il va en donner ce que les archivistes aujourd'hui appelleraient un inventaire. Un inventaire raisonné, avec chaque fois une analyse de 2 ou 3 lignes, et puis quelquefois un petit peu plus, parce que le texte lui paraît important. Alors j'ai essayé de reprendre toutes ces analyses et de montrer quelles étaient les grandes préoccupations qui apparaissaient à travers ce document. Et alors, ce corpus de lettres, ce catalogue, fait figure dans l'œuvre de Flodoard de corpus de référence, de corpus de jurisprudence, si vous voulez.